La notion de section différentielle de diffusion est une notion extrêmement importante dans la physique expérimentale des particules élémentaires ou en physique nucléaire, puisque c'est cette notion qui fait le lien entre les observations, ce qu'on mesure dans les laboratoires, et la théorie. La section différentielle de diffusion est définie de la manière suivante. C'est une révision pour vous, j'imagine que vous avez vu le concept avant, donc j'en profite quand même pour en répéter la définition. On considère la situation suivante ici. On a une cible et sur cette cible, on envoie un faisceau de particules. Ces particules ont, disons pour simplifier, elles ont toutes la même quantité de mouvement P1. Elles forment un faisceau qui a un flux phi. Qu'est-ce qu'on entend par le flux? Le flux, c'est le nombre de particules par unité de temps qui vont traverser une unité de surface donnée. C'est comme une densité de courant en quelque sorte. Donc, on peut l'exprimer comme la densité de projectiles, donc nombre de projectiles par unité de volume, fois la vitesse de chacun des projectiles. C'est aussi appelé luminosité dans le contexte de la physique des particules, quoique, bon, il y a des différences pratiques entre les deux, et si le flux est une quantité idéale, la luminosité est une quantité très pratique, mais si dans les deux cas, on était dans une situation idéale, la luminosité et le flux seraient la même chose. Donc, parmi les particules du faisceau, un certain nombre vont être déviés, donc vont subir une collision. Ceux qui en subissent une vont être déviés dans toutes sortes de directions, mais si on se concentre sur la direction définie par la quantité de mouvement P2 et disons, un petit angle solide autour de cette quantité de mouvement P2, donc dans une direction définie par l'angle de diffusion θ, eh bien, on peut définir la section différentielle de diffusion comme ceci. C'est le nombre de particules diffusées par unité de temps dans cette direction-là, divisé par l'angle solide, donc, et divisé par le flux incident. Alors, attention, ici, on utilise les coordonnées polaire. Donc, la direction Z, c'est la direction du faisceau incident et l'angle polaire θ, c'est l'angle de diffusion. Il y a aussi un angle azimutal phi qui fait le tour comme ça. C'est rare que la section différentielle dépende de phi, mais ça peut arriver s'il y a des spins, des choses comme ça. Bon. Pourquoi diviser par le flux? Parce qu'on veut une quantité qui soit indépendante du flux, justement. Parce que si on double le flux, on va doubler le nombre de collisions, on va doubler le nombre de particules détectées. On veut une quantité qui soit intrinsèque, non pas au faisceau, mais à l'interaction entre une particule du faisceau et la cible. Donc, c'est pour ça qu'on divise par le flux. Ce qu'on appelle la section efficace, c'est l'intégrale de la section différentielle sur tous les angles solides, sigma. Et ça a les unités d'une surface. C'est pour ça qu'on appelle ça une section. Ça a les unités d'une surface parce que nombre de particules ici, ça n'a pas d'unité. Par seconde, c'est 1 sur le temps. Je divise par le flux. Le flux, c'est 1 sur une surface, 1 sur un temps. Donc, en divisant, j'obtiens effectivement un facteur surface. Donc, la section différentielle aussi a les unités d'une surface. On pourrait dire surface divisée par stéradian, par unité d'angle solide, mais les angles solides n'ont pas vraiment d'unité au sens dimensionnel du terme. Parallèlement, donc, associé à cette section efficace, il y a une notion utile en radioprotection, surtout, c'est la notion de longueur d'atténuation. Donc, si on a maintenant, non pas une cible, mais une certaine densité de cibles dans un bloc de matière, et qu'on considère, pour fin d'argument, une fine tranche de ce bloc, donc une fine tranche qui aurait une aire transversale A, majuscule, et une épaisseur de X, eh bien, dans ce petit volume, le volume de la tranche, il y aurait un nombre de cibles qui serait donné par ceci, ou ce que j'appelle ρ maintenant, avec la petite patte là. Ce ρ serait la densité volumique des cibles. Donc ça, c'est le nombre de cibles. Si je prenais une cible, la probabilité que la particule du faisceau ou qu'une particule du faisceau frappe cette cible, d'après notre interprétation de la section efficace, ce serait essentiellement le rapport entre sigma et A.
Donc, j'aurai ici sigma sur A. Alors, je dis d'après notre interprétation. Justement, parlons-en de cette interprétation. La section efficace représente en fait la taille d'une cible vue du faisceau. Si on avait une particule ponctuelle classique qui n'interagit que par contact et nullement autrement, eh bien, ce point serait diffusé, entrerait en collision s'il frappe directement la cible géométriquement, il ne serait pas diffusé s'il arrive à côté. Donc, la probabilité qu'il soit diffusé, justement, c'est justement ce rapport entre sigma et la surface de l'aire de contact, si on veut. Donc, on interprète souvent la section efficace comme étant la taille effective des cibles. C'est une interprétation purement géométrique et purement classique. En réalité, il s'agit d'une mesure de la force de l'interaction entre le projectile et la cible, mais ça dépend de l'énergie du projectile. C'est assez compliqué, ce n'est pas purement géométrique. Mais l'interprétation, elle, nous permet de... Donc, ce calcul simple où la probabilité que le faisceau va interagir avec une cible est donnée par sigma sur A. Donc, si je multiplie cette probabilité par le nombre de cibles, j'obtiens essentiellement la fraction du faisceau initial qui va être diffusé par les cibles. Et les cibles, une des cibles qui est contenue dans cette tranche, en fait. Okay. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui arrive au faisceau incident et non pas à la cible. Donc, plus je mets de cibles, plus j'ai de probabilité d'avoir une particule du faisceau qui est diffusée. Et donc, ce produit ici, qui est indépendant maintenant de la surface A, me donne la fraction du faisceau incident, donc la probabilité, si je considère une seule particule, par exemple, que cette particule a été diffusée à l'intérieur de cette tranche. Donc, c'est la fraction du faisceau incident qui a été élagué par des collisions. Et c'est proportionnel à dx, bien sûr. Donc, si je m'intéresse à l'atténuation du faisceau, le faisceau à x plus dx serait donné par, donc le flux à x plus dx serait donné par le flux à x moins la fraction du flux qui a été diffusé, donc le flux fois cette fraction rho sigma dx. Donc, ce qui me donne directement cette équation différentielle. Donc, d phi dx, c'est égal à moins phi fois rho sigma, dont la solution est une exponentielle décroissante. Donc, l'intensité du faisceau décroît exponentiellement à mesure que le faisceau avance dans le matériau qui constitue la cible. Ça me permet de définir une longueur d'atténuation, une longueur caractéristique, qui est l'inverse de cette quantité-là ici. Donc, c'est la longueur sur laquelle le faisceau diminue le facteur E. Longueur d'atténuation xi, 1 sur rho fois sigma. Donc, c'est important en radioprotection. Donc, on veut, si on veut se protéger d'une forme de radiation, ben, il faut avoir une densité de cible élevée. Donc, sigma doit être le plus court possible, rho doit être le plus grand possible. Pardon, xi doit être le plus court possible, rho doit être le plus grand possible, et sigma doit aussi être grand. Donc, si la probabilité d'interaction est plus grande, bien évidemment, la longueur d'atténuation va diminuer. Voilà pour ce qui est du truc classique autour de la section différentielle et de la section efficace. On va maintenant faire un exemple, l'exemple de la diffusion par un potentiel. C'est l'exemple le plus simple possible. Donc, je vous rappelle qu'on avait ce schéma ici pour décrire le processus de collision où on a deux particules dans l'état initial et un certain nombre de particules dans l'état final. Ici, on va prendre un extrême. On va supposer que la particule 2, ici, la cible est tellement fixe, inerte, qu'on peut la remplacer par un potentiel statique. Donc, elle sort du problème, la cible, elle devient un potentiel. On ne considère plus le degré de liberté de la cible. On a donc une particule dans l'état initial qui est déviée par le potentiel et qui devient une particule dans l'état final. C'est comme si n est égal à 2 au fond. Donc, on applique ici la règle d'ordre de Fermi. On va se placer dans l'approximation non relativiste.
on va utiliser la normalisation discrète des états. Donc, pour sommer sur les possibilités d'états finaux, on va simplement utiliser cette mesure d'intégration ici qui remplace la somme sur les états. La règle d'or de Fermi nous dit que j'ai un facteur 2π, j'ai le carré de l'amplitude de diffusion, qu'on ne connaît pas en général, et la fonction delta pour la conservation de l'énergie. Je vais ensuite me placer en coordonnées sphériques, donc comme dans l'illustration qui est ici, donc j'adopte ce schéma-là avec un angle polaire θ, axe des Z, ainsi de suite. Donc je me mets en coordonnées sphériques quand j'intègre sur les quantités de mouvement de la particule 2, c'est-à-dire de la particule finale. Donc j'ai une mesure d'intégration. Le D3P devient ceci. J'ai toujours le volume, j'ai le 2π qui s'est combiné à 1 sur 2π cube pour donner ça. Bon. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je divise par d oméga. Donc, je ne fais pas l'intégrale au complet. Non, j'intègre seulement dans un minuscule cône d'angle solide. Donc, je divise par l'angle solide et j'ai ici d gamma d oméga, c'est-à-dire le taux de transition par unité d'angle solide. Et, bon, je peux aussi comment me sauver, comment faire l'intégrale sur P2. Il me reste une fonction delta, donc je peux la faire simplement en faisant un changement de variable. Je remplace P2 par E2 de cette manière. Donc la différentielle de l'énergie E2 est égale à ceci. Et donc cette expression est simplement donnée par M fois P2 fois DE2. J'intègre sur E2. La fonction delta me permet de faire l'intégrale immédiatement. Elle ne fait qu'affirmer la conservation de l'énergie dans ce cas-là. Et j'aurai d gamma d oméga égale à ceci, où j'ai essentiellement ce qui me reste de l'intégrant ici, c'est l'amplitude au carré, et j'ai P fois M. P, c'est ici la grandeur de P1, qui est la grandeur de P2. Les deux sont pareils. Bon, dans une diffusion par un potentiel statique, l'énergie est conservée. Donc la grandeur de P est la même avant et après. C'est simplement que la direction a changé. Bon, cette quantité, c'est la différentielle ou la différentielle du taux de transition. Ce n'est pas la section différentielle. Pour obtenir la section différentielle, je dois diviser par le flux. Le flux ici, donc la densité fois la vitesse, se calcule facilement. La vitesse, comme toujours, c'est le rapport entre la grandeur de la quantité de mouvement et la masse, P sur M. La densité, c'est le nombre de particules par unité de volume. Ici, j'ai un volume V, c'est le volume de l'univers, le volume de la boîte pour les conditions limites périodiques dans la normalisation discrète des états. J'ai une particule, donc c'est 1 sur le volume. Donc, je divise par ça et j'obtiens donc cette expression qui comporte un facteur de volume au carré parce que j'ai un facteur volume ici, puis j'ai un facteur volume ici par lequel j'ai divisé. Mais voilà, donc j'ai une expression viable. Il faudrait, pour compléter, bien sûr, que je calcule cette amplitude de diffusion. Donc, j'utilise la théorie des perturbations dépendant du temps, dans la règle d'or de Fermi. Donc, au premier ordre, je vais supposer que c'est non nul. Et je devrais calculer cette amplitude de diffusion avec l'état initial, l'état final, qui sont des états de quantité de mouvement bien définis. Et j'ai l'opérateur potentiel ici. Cet opérateur potentiel, je vais l'écrire comme ça ici. C'est-à-dire que j'insère une relation de fermeture sur les états propres de la position, et alors je peux écrire la forme du potentiel en fonction de la position. Donc, j'insère ça là-dedans, ce qui me permet de faire ressortir ici les fonctions d'onde de l'état initial et de l'état final. La fonction d'onde de l'état initial, par exemple, serait celle-ci, elle est normalisée, donc j'ai 1 sur racine volume fois l'exponentielle. 1 sur racine volume ici, j'aurai 1 sur racine volume pour l'état final aussi. Donc 1 sur le volume là-dedans. En mettant au carré, j'aurai 1 sur le volume au carré, ce qui fait disparaître ça. D'accord? Ça devient indépendant du volume, c'est normal. Bon, on continue. Donc, ce produit d'exponentielle me donne ceci. J'intègre sur la position, j'ai une fonction de la position, c'est une transformée de Fourier. Transformée de Fourier en 3 dimensions. Donc, ce que je vais appeler V tilde, donc c'est la transformée de Fourier en général. L'argument de la transformée de Fourier, c'est P2 moins P1.
ce que j'appelle Q ici, c'est-à-dire le transfert d'impulsion ou le transfert de quantité de mouvement. C'est la quantité de mouvement qui a été donnée à la cible, au projectile par la cible, par le potentiel. Donc, résultat final ici, d sigma d oméga est donné par ce préfacteur impliquant la masse au carré et le carré du module de la transformée de Fourier du potentiel diffuseur. Alors, on pose un petit peu sur ce résultat, c'est très important, c'est très général aussi. Ce que ça dit, c'est que lorsque je veux sonder un objet, un système microscopique, je lui envoie des projectiles. Ça peut être de la lumière, ça peut être des électrons ou d'autres particules. Donc, j'envoie une sonde, je détecte les particules du faisceau qui sont diffusées. Donc, quand on observe avec un microscope, on envoie la lumière et on a une réflexion, on observe la réflexion. Donc, c'est de la diffusion de photons. Je fais ça et je suis sensible à ce moment-là au carré de la transformée de Fourier de la structure que j'observe. Donc, par exemple, si c'est un réseau cristallin, c'est de la diffusion Bragg, je peux envoyer des rayons X, je vais voir une diffusion de rayons X dans des directions bien précises qui correspondent à un vecteur Q particulier pour lequel la transformée de Fourier du potentiel est importante. Et c'est dans le cas d'un solide cristallin, ces vecteurs d'onde sont les pics de Bragg, ce sont les éléments du réseau réciproque du cristal. Donc, voilà, on voit des pics bien particuliers. C'est la démonstration que la structure est cristalline. Si, en général, on sonde quoi que ce soit, eh bien, c'est ce qui va ressortir, c'est la transformée de Fourier du potentiel diffuseur. Résultat très général. Bon, maintenant, on l'applique au potentiel coulombien. On veut faire le calcul de la section différentielle de Rutherford ici. C'est la fameuse expérience de Geiger-Marsden. On envoie des particules chargées, des particules alpha dans ce cas-là, sur des noyaux d'or et on veut savoir quelle est la probabilité de diffusion en fonction de l'angle de diffusion θ. Donc, exemple historique extrêmement important. La forme du potentiel, je l'ai donnée ici. Vous remarquerez que je n'ai pas mis epsilon 0. J'utilise, comme on le fait habituellement en physique subatomique, des unités électromagnétiques de Heaviside-Lorentz. Dans ces unités, epsilon 0 est égal à 1. Et la vitesse de la lumière apparaît dans les équations de Maxwell au lieu de epsilon 0 et mu 0. Donc, on se débarrasse de ces constantes un peu gênantes, epsilon 0 et mu 0, qui sont un peu, je dirais, un artifice malheureux du système international d'unité, pré-relativiste, je dirais. Donc, on prend cette fonction et on veut en calculer la transformée de Fourier. Comment fait-on? Façon très courte, façon courte et façon longue. Façon très courte, je fais de l'analyse dimensionnelle. Donc, je sais que la transformée de Fourier du potentiel va avoir des unités qui sont celles du volume fois les unités de V. Donc, une longueur au cube fois les unités de V. Donc, V ici a les unités du produit des charges divisé par une longueur. C'est donc que V tilde va avoir les unités du produit des charges fois une longueur au carré, ou divisé par un nombre d'ondes au carré, parce que les unités du nombre d'ondes sont des longueurs inverses. Comme le potentiel est symétrique, isotrope, c'est-à-dire, isotrope, il ne dépend pas des angles, eh bien, la transformée de Fourier ne dépendra pas des angles non plus. Donc, seule la grandeur du vecteur d'onde va intervenir. Et c'est pour ça que j'écris ici, donc 1 sur Q carré fois E1, E2. Donc, cet argument est tout à fait valable. La seule chose qu'il ne veut pas me donner, c'est une constante, un préfacteur qui pourrait intervenir, un facteur pi ou je ne sais trop quoi. Il se trouve que dans ce cas-ci, cette constante est égale à 1. Mais il faut le démontrer. Donc, pour le démontrer, j'ai deux façons, donc la façon courte et la façon longue. La façon courte. Donc, on considère la fonction phi qui est ici. Phi, c'est défini comme ça, c'est 1 sur 4 pi r. Donc, c'est la même chose que V, sauf que j'ai enlevé le facteur du produit des charges. On sait, d'après l'électrostatique, que le Laplacien de phi est donné par l'équation de Poisson, c'est comme le potentiel créé par une charge unité située à l'origine.
Et donc, la densité de charge correspondante, c'est delta, fonction delta de Dirac, centrée à l'origine avec le signe moins qui est dans l'équation de Poisson. Donc, je sais que cette expression-là est correcte, en fait, que cette équation est respectée. Et je vais calculer la transformée de Fourier de cette expression de chaque côté d'égalité. La transformée de Fourier d'une fonction delta, c'est 1. Donc, j'aurai du côté droit, j'aurai moins 1 comme transformée de Fourier. Du côté gauche, eh bien, la transformée de Fourier du Laplacien de phi, ça va être moins q carré fois la transformée de Fourier de phi. Pourquoi? Parce que si je considère le Laplacien de phi, que j'exprime phi maintenant comme ceci, c'est-à-dire la transformée de Fourier inverse, j'exprime phi en fonction de sa transformée de Fourier, et j'applique le Laplacien là-dessus. La seule chose qui dépend de la coordonnée là-dedans, c'est dans l'exponentielle. Donc, je peux prendre l'opérateur ici et l'amener ici. Quand le gradient, le Laplacien, c'est un produit scalaire de gradient, gradient fois gradient. Quand le gradient s'applique sur l'exponentielle, il fait descendre un facteur i fois q. Et quand il s'applique 2 fois, ce serait i fois q au carré. Donc, j'aurais moins q carré. Et donc, cette procédure-ci, donc c'est la transformée de Fourier. Donc, ça veut dire que cet objet-là, c'est la transformée de Fourier du Laplacien de phi. Donc, je retourne en arrière et j'ai bien cette expression, ce qui me permet d'isoler phi tilde. Donc, j'ai bien 1 sur q au carré. Je multiplie par 1, E2, et j'ai la réponse que je voulais. J'ai ça avec une constante égale à 1. Simple, c'est la façon courte. La façon longue, on fait l'intégrale. Donc, on se choisit un axe des z qui est dans la direction du vecteur q. On a le choix. On l'a fait en coordonnées sphériques. Donc, dans ces coordonnées sphériques, le produit scalaire q scalaire r devient q fois r fois cosinus θ. Θ, c'est l'angle polaire, c'est l'angle entre q et l'axe des z. J'ai l'élément de volume ici. Parfait. Évidemment, j'ai le 1 sur r qui traîne et j'ai le 1 sur 4pi. C'est bien. Je fais l'intégrale sur phi, ça me donne 2pi. Je fais l'intégrale sur θ en faisant ce changement de variable, comme ça. C'est simple aussi. Et à la fin, j'ai cette expression. Malheureusement, cette intégrale est mal définie. C'est l'intégrale de sinus de 0 à l'infini. Mais comme le sinus oscille en permanence, le résultat de l'intégrale dépend d'où je m'arrête. Et donc, la limite r tend vers l'infini n'est pas bien définie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je répare le problème. Je modifie légèrement le potentiel en lui ajoutant ce facteur exponentiel E à la moins mu R, qui le transforme en potentiel de Yukawa. On verra plus tard ce que ça veut dire que ce potentiel de Yukawa physiquement, mais le facteur de convergence ici donne au potentiel une portée finie, c'est-à-dire que ça décroît exponentiellement. À cette exponentielle, on associe une longueur caractéristique qui serait l'inverse de mu, c'est la portée du potentiel. Donc, facile d'incorporer ça, je n'ai qu'à l'ajouter à l'intégrale ici parce que je n'avais pas encore intégré sur R. Et cette intégrale, ben là, je peux la faire. Donc, j'écris le sinus en fonction d'exponentielle comme ça. J'intègre les exponentielles. Ça s'intègre bien parce que c'est dominé par une exponentielle réelle qui décroît. J'obtiens cette expression, je combine et j'obtiens ça. Voilà. Et à la fin, je prends la limite mu tend vers 0 et j'obtiens ce que j'avais avant. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est un petit truc. C'est un petit truc, mais qui n'est pas anodin parce qu'il y a de la physique derrière. Donc, au fond, si on considère encore une fois cette particule alpha qui est incidente sur un noyau d'or dans l'expérience de Rutherford, elle va sentir un potentiel coulombien uniquement quand elle est à l'intérieur, très à l'intérieur de l'atome. Donc, quand elle ne sent pas le nuage électronique de l'atome. Elle ne sent que la charge du noyau. Mais si on s'éloigne du centre, donc la particule va sentir l'atome neutre au total. Donc, son potentiel coulombien va diminuer. En fait, il va diminuer exponentiellement au fur et à mesure que je m'éloigne et que je ressens une fraction de plus en plus grande du nuage électronique autour de la charge du noyau. Les fonctions d'onde électroniques décroissent exponentiellement de toute manière. Et donc, la portée ici
est réelle. Elle est liée à la taille ou rayon de bord, si vous voulez. Bon, alors, on a trouvé la transformée de Fourier du potentiel qui nous intéressait. On peut donc retourner cette formule et écrire la section différentielle de diffusion. On fait ça, on obtient cette expression qui décroît comme 1 sur Q à la 4. V tilde comme 1 sur Q carré, mais la section différentielle comme 1 sur Q à la 4. Bon, alors comment est-ce qu'on exprime Q et, enfin, comment est-ce qu'on relie Q à θ, l'angle de diffusion, très important. Ce petit passage va revenir à quelques reprises. Portez-y attention. J'ai ici la quantité de mouvement incidente, quantité de mouvement de la particule finale. Elles ont la même grandeur. C'est un triangle isocèle ici. Le vecteur Q du transfert de quantité de mouvement est celui-ci. J'ai l'angle de diffusion ici, donc je peux certainement relier la grandeur de Q à θ, n'est-ce pas? C'est la loi des cosinus. En clair, si je remplace P2 par le vecteur unitaire dans la direction radiale en coordonnées sphériques ER fois P, P1 c'est le vecteur unitaire dans la direction Z fois P, je mets au carré, donc j'aurai ça au carré, moins 2 fois le produit scalaire des deux, donc j'aurai 2 moins 2 fois cos θ, ce qui est égal à 4 fois sinus carré de θ sur 2, identité trigonométrique, et donc Q carré est donné par ça. Très important. Plus θ est petit, plus Q est petit. Donc, petit angle, petit transfert de quantité de mouvement. Le transfert de quantité de mouvement est maximal quand sin θ carré sur 2 est égal à 1, donc quand θ est égal à pi, donc quand c'est une rétrodiffusion, une rétrodiffusion comme ceci. Donc la section différentielle de diffusion peut l'exprimer comme ça en fonction de θ, 1 sur sinus à la 4 de θ sur 2, ou coséquente à la 4 de θ sur 2, en fonction de l'énergie cinétique au lieu d'avoir P, je pourrais l'écrire comme ça. Mais l'important, c'est que ça décroît, ou plutôt, ça croît comme 1 sur θ à la 4 quand θ tend vers 0. Donc, plus l'angle de diffusion est petit, plus la section différentielle de diffusion augmente. Donc, c'est très probable d'être dévié avec des petits angles. C'est une propriété, justement, de ce potentiel coulombien qui a une portée infinie. On peut être très loin, on ressent assez le potentiel pour être dévié, faiblement, mais dévié quand même. Et c'est ce qui fait que la section efficace dans ce problème est infinie. Elle n'est pas bien définie parce qu'en intégrant sur tous les angles, j'ai sinus θ dθ ici, et j'ai 1 sur, bon, en fait, j'ai quelque chose qui décroît, qui se comporte comme 1 sur θ à la 4 quand θ est petit. Donc quand θ est petit, ça c'est comme θ, 1 sur θ à la 4, ça fait 1 sur θ cube, dθ sur θ cube à partir de 0, ça diverge. Cependant, si on avait une portée finie, donc si mu n'était pas égal à l'infini, c'est-à-dire, pardon, si mu n'était pas égal à 0, donc si la portée n'était pas infinie, donc on revient à notre potentiel de Yukawa, donc si j'avais conservé ce facteur, j'aurais une section efficace finie. Prochaine sous-section, la forme relativiste générale de la section efficace. Donc ici, je reviens à mon schéma initial de la diffusion, celui qui est ici. Je suppose que j'ai 2 particules dans l'état initial et n-2 particules dans l'état final. Et je veux faire ce qu'on a fait auparavant pour le taux de désintégration, en donner une expression invariante de Lorentz, ou en fait généralisable à tous les référentiels. Pour ce faire, je vais ici utiliser le même truc, donc c'est à regarder en parallèle, si on veut, avec ce qu'on a fait pour le taux de désintégration. Je vais passer dans la normalisation continue des états. Je remplace l'amplitude que j'avais par une amplitude italique parce que j'ai factorisé un delta de Kronecker qui contient la conservation de la quantité de mouvement. Ce delta de Kronecker, quand je mets au carré, il demeure encore delta de Kronecker. Et ensuite, je prends la limite continue, je le transforme en fonction delta de Dirac. Ce qui fait que j'ai ici une fonction delta qui est une fonction
delta d'un quadrivecteur. Donc, j'ai une composante temporelle qui est la conservation de l'énergie et 3 composantes spatiales qui sont les conservations des 3 composantes de la quantité de mouvement. Les 2 particules à l'entrée, donc, et j'ai les particules à la sortie qui sont ici. Pour chacune des particules finales, j'ai une mesure d'intégration sur les états qui me permet de sommer sur tous les états possibles. Voilà. Maintenant, pour obtenir la section efficace à partir de cela, il faudrait que je divise par le flux incident. En fait, il faut, plus précisément que ça, que je me mette dans un contexte. Le contexte que j'ai utilisé au départ pour définir la section différentielle, c'est celui d'une cible fixe et d'un projectile. Donc, je vais supposer que je suis dans le référentiel dans lequel la particule 2 est au repos et que la particule 1 est le projectile. Donc, je dois, pour obtenir la section efficace, diviser par le flux incident. Le flux incident, c'est ρ fois V. Ρ, eh bien, on est dans la normalisation continue. La fonction d'onde est une exponentielle sans facteur volume. Et la densité, c'est donc le carré de la fonction d'onde. Donc, c'est 1. Enfin, le module carré, c'est 1. La vitesse, comme d'habitude, c'est le rapport entre la quantité de mouvement et l'énergie. Donc ici, c'est P1 divisé par E1. Donc, je passe d'un taux de transition à une section différentielle en multipliant par E1 sur P1. Dans ce référentiel. Et maintenant, je veux généraliser ça à un référentiel quelconque. Alors, la première étape, c'est de se rendre compte que la section efficace et la section différentielle sont des invariants de Lorentz. Pourquoi? Eh bien, c'est une surface, n'est-ce pas? C'est une surface transversale à la direction du projectile. Donc, si je fais une transformation de Lorentz le long de la direction du projectile, eh bien, la surface transversale ne change pas. C'est un produit de longueur transversale à la vitesse relative des 2 référentiels. Ces longueurs sont non contractées, elles ne changent pas. Donc, la surface transversale est invariante. Donc, la section différentielle, la section totale est invariante de Lorentz. Parfait. Donc, ça, c'est invariant de Lorentz. Il faudrait que le reste le soit aussi. Pour que ce soit explicite, je vais passer à la normalisation relativiste des états. Donc, la seule différence avec la normalisation continue, c'est ça, c'est le facteur de conversion. Il faut que je remplace les états que j'avais ici par ceux-là, et donc je divise par 1 sur racine de E pour chacun des états. Et est-ce que ça change? Ben, c'est dans ça ici que ça change quelque chose, parce que cette amplitude, c'est un élément de matrice. Dans l'élément de matrice, ben, j'ai la normalisation de l'état qui compte. Donc, à chaque fois que j'ai un état, en fait, à chaque fois que j'ai une particule, état initial ou état final, je vais avoir 1 sur radical de E qui apparaît. Et comme je le mets au carré, ce serait 1 sur 2E pour chaque particule. Donc, pour la particule numéro 1, il faut que je divise par 2E1. Donc, en passant de là à là, j'ai simplement enlevé ça et j'ai divisé par 2. Pour la particule numéro 2, son énergie, c'est M2 parce qu'elle est au repos. C'est le référentiel que j'ai choisi. Donc, je divise par 2M2. Donc, j'ai 1 sur 4 M2 P1. C'est ce qui me reste de ce que j'avais ici. Pour les particules finales, j'ai simplement divisé par 2, 3, 2, ainsi de suite. Bon, voilà. C'est bien. L'avantage de faire ça, c'est que la mesure d'intégration qui est ici, je sais qu'elle est invariante de Lorentz. On a vu ça dans une section précédente. Le fait de diviser par 2E, ça rend la mesure d'intégration invariante de Lorentz. Donc, chacune de ces mesures d'intégration est invariante de Lorentz. La fonction delta l'est aussi parce que c'est une fonction delta d'un quadrivecteur. Donc, si chacune des composantes de ce quadrivecteur est nulle dans un référentiel, elles vont l'être dans tous les autres référentiels aussi, par application de la transformation de Lorentz. Lambda fois 0 égale 0. Donc, ça, c'est invariant de Lorentz. Ça, c'est invariant de Lorentz. Ça aussi, puisque c'est une amplitude obtenue en prenant des produits d'un opérateur par
des états qui sont dans cette normalisation relativiste invariante de Lorentz. La seule chose qui n'est pas invariante de Lorentz ici, c'est P1, parce que c'est propre au référentiel que j'ai défini, c'est la quantité de mouvement du projectile. Et donc, la stratégie, c'est de remplacer cette expression-là par une autre expression qui est numériquement égale, mais qui a une forme invariante de Lorentz. C'est ce qu'on fait, prochaine étape. Cette expression, on va l'obtenir à partir de ça ici. Donc, ça, c'est un produit scalaire relativiste, donc c'est une contraction de quadrivecteur. P1. P1, bah, c'est le quadrivecteur énergie-impulsion du projectile, donc c'est énergie 1, virgule, quantité de mouvement 1. P2, même chose pour la cible, qui, dans le référentiel qu'on occupe, est simplement donné par M2 avec aucune quantité de mouvement. Donc, le produit scalaire des deux ici, c'est simplement E1 fois M2. Je mets au carré, comme ça. Je soustrais ce carré-là. Voilà. Je factorise, donc je mets ça en évidence, j'obtiens ça ici. Et par la relation de dispersion, ben ça, c'est simplement le carré de la quantité de mouvement P1. Voilà. Je prends la racine carrée de tout ça et j'obtiens P1 fois M2, ce que j'avais ici. Donc, je divise par ça ici. J'écris la même chose qu'avant, mais sous cette forme. J'ai donc une expression qui est maintenant manifestement invariante de Lorentz, équivaut à ce que j'avais avant dans le référentiel où j'étais avant. Donc, cette expression est l'unique expression valable dans tous les référentiels. Je pourrais maintenant me déplacer dans le référentiel du centre de masse, où les deux particules 1 et 2 donc, entrent en collision frontale, comme ça. Et à ce moment-là, j'aurais une expression qui, dont la forme serait différente, et j'aurais des angles de diffusion définis différemment, parce que les angles, bien sûr, dépendent du référentiel, mais dans le référentiel du centre de masse, j'ai un angle de diffusion bien précis, et je pourrais calculer la section différentielle dans ce référentiel, qui est important, puisque dans les grands accélérateurs aujourd'hui fonctionnent toujours dans le référentiel du centre de masse. Ce sont des collisionneurs. Dernier concept pour cette longue section, la masse invariante. Extrêmement important du point de vue expérimental. Bon, supposons que j'ai deux particules. Donc, je vois deux particules qui sortent d'un détecteur. Je mesure leur énergie, leur quantité de mouvement. Donc, ces particules, je les numérote 1 et 2. J'ai leur énergie, leur quantité de mouvement. Donc, je pourrais définir un quadrivecteur pour chacune des deux particules. Quadrivecteur énergie-impulsion. Je les additionne. Donc, je construis PA, qui est la somme de P1 et de P2. Et je calcule le carré de PA. Qu'est-ce que le carré de ce quadrivecteur? C'est carré au sens Lorentz, encore une fois, donc tenseur métrique, signature, etc. Donc, c'est le carré de la composante temporelle moins le carré de la composante spatiale. C'est E carré moins P carré. J'obtiens un invariant. Donc, cet invariant, c'est ça que j'appelle la masse invariante au carré. Pourquoi masse invariante? Parce que si les deux particules étaient le fruit de la désintégration d'une particule que j'appelle A, eh bien, le quadrivecteur énergie-impulsion de cette particule A serait précisément ça ici. Par conservation de l'énergie de la quantité de mouvement, son quadrivecteur énergie-impulsion serait donné par PA, et le carré de PA serait, d'après la relation de dispersion relativiste, ce serait la masse au carré de la particule A. Donc, d'où cette définition, la masse invariante au carré. La masse invariante, c'est la masse qu'aurait une particule hypothétique dont la désintégration aurait donné les deux particules en question. Je peux étendre le concept à un nombre arbitraire de particules. J'ai pris deux particules 1 et 2, j'aurais pu en prendre 3 ou 4 ou 5, qu'importe. Je prends un ensemble de particules, je fais la somme de leur quadrivecteur énergie-impulsion, je mets au carré, et j'obtiens ce que j'appelle la masse invariante au carré, qui est la masse qu'aurait une particule hypothétique d'où seraient issus ces fragments. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas parce que j'ai deux particules qui viennent vers moi qu'elles sont issues d'une particule qui s'est désintégrée. C'est une interprétation qui vient d'une hypothèse. Mais je peux quand même en tout temps définir M carré. Bon. Alors, comment est-ce que ça s'applique en pratique?
Supposons qu'on a un processus où j'ai 2 particules à l'entrée, 3 particules à la sortie, et j'ai plusieurs façons d'y arriver. Donc, j'ai un processus que je pourrais qualifier d'incohérent ici, où les 2 particules arrivent, il y a interaction, et 3 fragments, 3, 4 et 5, 3 particules sont produites en même temps, dans un même processus. Et j'ai un autre processus qui passe par une résonance, où après cette collision, j'ai 2 fragments, donc une particule 3 et une particule, l'équivalent de la particule A, une particule instable qui a une masse m étoile. Cette particule instable, plus tard, se désintègre en 2 fragments, numéros 4 et 5. Okay. Donc, la différence entre les deux, c'est que cette particule a eu le temps de se propager un peu et de se séparer de la particule 3 avant de se désintégrer. Donc, au fond, le processus ce qui se produit ici, c'est vraiment 2 particules donnent 2 particules. Ce n'est pas 2 donnent 3, c'est 2 donnent 2, et ensuite, subséquemment, il y a des intégrations. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? On se concentre sur la particule 4 et la particule 5, on les détecte, on mesure leur énergie-impulsion, on construit la masse invariante relative à ces 2 particules, donc P4 plus P5 au carré. Okay. Si effectivement ces 2 particules sont issues de celle-ci, eh bien cette masse invariante est la masse de la particule instable, c'est m étoile. Ça ne peut pas être différent de cela, ce n'est que ça. Okay. Et donc, si je mesure cette masse invariante, je dois toujours avoir la même réponse, un pic. Sauf que, bien sûr, c'est une particule instable. Et donc, sa masse n'est pas bien définie. On a vu précédemment que la densité spectrale est donnée par ça. Donc, particule instable veut dire vie moyenne inverse, gamma, non nulle. Donc, la forme de ρ ici, c'est une lorentzienne. Donc, au fond, si je n'avais que ce processus, je devrais observer une lorentzienne quand je fais un histogramme de la masse invariante des particules 4 et 5. Alors que si j'ai ça aussi, ben, je vais avoir une superposition des deux. Ici, je n'aurai pas une lorentzienne, j'aurai une forme vague, une patate, un patatoïde. Okay? Alors, voici un exemple tiré des expériences anciennes, des années 50, je crois. Le processus en question est le suivant. On a des pions négatifs, une maison, qui sont les projectiles qui sont incidents sur la matière ordinaire, les protons en fait. Ça donne à la sortie un neutron et 2 pions, un pion négatif et un pion positif, qui sont les particules 4 et 5. Je mesure les 2 particules en question, donc leur énergie, leur quantité de mouvement, autant que je peux le faire. Je construis la masse invariante, M45 ici, et j'en fais un histogramme. Donc, dans cette expérience, ils ont observé 3365 collisions. Ils ont 3365 mesures. Pour chacune d'entre elles, ils ont calculé ça ici du mieux qu'ils peuvent, et ils en ont fait un histogramme. Donc, on a ici un histogramme, donc plusieurs colonnes. Ici, la totale du nombre d'événements est de 3365. Et on a cette forme. Alors, ce qu'on remarque, ce qui est le plus remarquable ici, c'est qu'on a un pic ici. On a un pic, peut-être un ici aussi, mais bon, c'est pas sûr. Et on a une forme générale derrière. Donc, on a la superposition d'une espèce de patatoïde, donc je l'ai mis en bleu ici, j'ai un peu exagéré la hauteur, et superposition de ça avec une lorentzienne. On a donc une contribution qui vient de 2 processus. Je peux certainement identifier ici ce qu'on appelle une résonance avec une largeur gamma, la largeur à mi-hauteur, qui correspond à la vie moyenne inverse de cet objet, de cette particule. Donc, c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles particules. Donc, j'ai ici découvert une nouvelle particule qui a une masse qui est à peu près ça ici, qui a une vie moyenne donnée par l'inverse de gamma. Cette nouvelle particule se désintègre en un pion moins et un pion plus. C'est un méson, donc c'est aussi une particule, c'est encore un boson, puisqu'il se désintègre en 2 bosons. C'est une particule neutre, manifestement, puisque donc, sa charge totale est 0. Voilà, donc j'ai trouvé un nouveau méson neutre de cette manière. En forçant un peu, je pourrais dire il y en a peut-être un ici aussi, mais c'est pas clair, parce qu'ici il y a un creux, mais ça pourrait être simplement que j'ai mal dessiné mon fond, ça va être comme ça. Donc
probablement qu'il y a quelque chose ici, mais les statistiques ne sont pas aussi bonnes que pour cette particule-ci. Donc, c'est à ça que sert la masse invariante. C'est hyper important. Merci de votre patience.